Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Il est 22 heures, l'heure de votre journal dont elles sont les principaux titres. Le candidat du Parti Centre démocrate unifié exprime ses vives félicitations au chef de l'État pour sa réélection. Également de l'actualité de ce 22h, le ministère des Affaires musulmanes Edwin Warf organise une vaste réunion de sensibilisation autour du pèlerinage prochainement. Et au Pakistan qui propose ainsi d'accueillir une nouvelle série de pourparlers entre les Américains et les Iraniens dans le cadre des tensions de conflits. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec ce message de félicitations. Suite à votre brillante réélection, je tiens à vous exprimer au nom et à l'ensemble de la chefferie traditionnelle de Tajoura, ainsi qu'à mon nom personnel, mes félicitations les plus sincères et les plus chaleureuses. Votre victoire traduit ainsi clairement la confiance renouvelée du peuple djiboutien envers votre leadership et votre vision éclairée et votre engagement constant au service de la nation. Je souhaite également saluer avec respect et considération votre geste noble et profondément humain consistant à suspendre les activités de votre campagne à la suite du décès du regretté Ali Mohamed Daoud, dit Jean-Marie. Ce geste témoignant ainsi votre attachement aux valeurs de solidarité, de dignité et de l'unité nationale. À cette attitude exemplaire, vous avez une fois de plus démontré votre sens élevé des responsabilités et votre proximité avec le peuple djiboutien. Sachez, Excellence, Monsieur le Président, que les chefs coutumiers de la région de Tajoura ainsi que l'ensemble de sa population vous renouvellent leur entière confiance et réaffirment ainsi leur engagement à vous accompagner pour la poursuite des efforts de développement, de la stabilité et du progrès pour notre pays. Je tiens enfin à adresser mes messages de félicitations à Madame la Première Dame du pays, Khadra Mohamed Haïd, également présidente de l'UNFD, pour son rôle majeur aux côtés du chef de l'État, pour son engagement constant en faveur du bien-être des Djiboutiens et Djiboutiennes, notamment des femmes et des jeunes filles de la nation djiboutienne. Autre message de félicitations, à la suite de sa réélection à la magistrature suprême, le chef de l'État a reçu des messages de félicitations affluant à la présidence de la République, témoignant ainsi d'une reconnaissance et du soutien de la communauté internationale au chef de l'État. Parmi ces marques d'attachement, le roi du Royaume du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, figure au nombre des dirigeants, aux membres des dirigeants qui donc adressent leur message de félicitations à son Excellence Mohamed Guelleh, vainqueur de l'élection présidentielle du 10 avril 2026, lui exprimant ainsi ses vœux de succès ainsi que de progrès, de prospérité pour le peuple djiboutien. Ce télégramme de soutien provient également du souverain du Maroc, également qui poursuit. Nous parvenons, et le chef de l'État est parvenu d'autres messages de félicitations du président palestinien Mahmoud Abbas, du président du Conseil de la souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Au-delà des chefs d'État et de gouvernement, plusieurs hautes personnalités à la tête d'importantes organisations internationales et continentales et régionales ont également tenu à exprimer donc leurs chaleureuses félicitations au chef de l'État. C'est notamment donc le cas du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abouf Keït, et qui lui a exprimé ses chaleureuses félicitations, tout en formulant donc des vœux davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple djiboutien. De même que le secrétaire général de la francophonie, Madame Louise, qui a souhaité au chef de l'État plein succès dans la poursuite de son mandat à la tête du pays. C'était dans les titres, dans un contexte ainsi marqué par la consolidation du processus démocratique. Le chef de l'État, son Excellence Mohamed Guelleh, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, au Palais de la République, Mohamed Farah Samatar, dit Khéri, candidat à l'élection présidentielle djiboutienne du 10 avril 2026. Ainsi, cette rencontre inédite dans l'histoire politique de notre pays constitue un précédent, notamment, et marque une étape supplémentaire dans l'ancrage des traditions et des pratiques démocratiques nationales. À l'issue de cet entretien, Mohamed Farah Samatar a déclaré, bien que j'ai déjà donc, par voie de presse exprimé mes chaleureuses félicitations au président réélu, j'ai tenu à rencontrer personnellement afin de lui souhaiter de vive voix mes félicitations. Poursuivant ses propos, il a souligné ma démarche s'inscrit dans le respect de l'adhésion de la volonté du peuple qui s'est exprimée en faveur de la continuité du leadership politique
à la tête de notre nation. Enfin, le candidat a indiqué avoir profité de cette rencontre pour partager avec le chef de l'État les grandes lignes de ses ambitions politiques pour le pays, exprimant ainsi le souhait que certaines de ses propositions puissent, dans la mesure du possible, être prises en compte dans les programmes du président. Et dans la chronique de cette édition, les discours du président, qui suscite déjà donc de nombreuses réactions. Entre annonces clés et priorités nationales, le chef de l'État donc a tenu à remercier le peuple djiboutien. Merci beaucoup, Negad. Le président de la République du Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, donc a pris la parole. Et ce qu'il a dit mérite qu'on s'y arrête vraiment. Ce discours aurait pu être réduit à un simple exercice de protocole, mais ce qui frappe d'emblée, c'est le temps, pas celui de triomphe bruyante, mais le président a choisi l'humilité. Il a dit donc je reçois votre soutien, avec fierté, mais surtout avec un profond sens du devoir. A-t-il déclaré, ce ne sont pas donc des mots de circonstance, mais c'est un engagement public prononcé devant une nation. Le message du chef de l'État avait pour vocation de parler d'abord de la stabilité comme valeur et non une contrainte. Dans un environnement régional marqué par les turbulences, la Corne de l'Afrique n'a pas fini de traverser ces crises. Choisir la continuité dans le progrès, c'est choisir la sagesse. Effectivement. Sur le plan régional, le chef de l'État a indiqué que Djibouti ne vacille pas. Elle avance, elle construit, elle rassemble au monde enfin. Ce petit État, bien sûr, souverain, stratégiquement positionné, sait ce qu'il veut et sait où il va. Mais ce qui rend Negad ce discours véritablement fort, c'est ce que le président dit du peuple djiboutien lui-même. Il ne parle pas de ses propres mérites, il parle de leur, la mobilisation, de leur maturité, leur engagement. Et bien sûr, il renvoie la victoire là où elle appartient, c'est-à-dire aux citoyennes et aux citoyens djiboutiens qui vivent dans la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur. En fin de compte, on peut dire que ce discours, c'est une leçon de démocratie dans sa forme la plus authentique, celle du rassemblement autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Le président le nomme clairement. C'est la paix, le développement et la grandeur de Djibouti. Trois mots simples, trois mots qui, dans un monde fracturé, résonnent comme un programme en soi. Un pays qui ne se construit pas dans l'agitation, il se construit dans la durée, dans la conviction, dans le travail. Et c'est ce qu'a dit donc le président et a rappelé dans son discours et l'a martelé. Il a bien sûr remercié l'ensemble aussi des Djiboutiens et Djiboutiennes. Et c'était donc la chronique du jour. La République de Djibouti a un état de droit où la vie démocratique est encadrée par des institutions régies par le Conseil constitutionnel, ainsi que qui joue un rôle central, notamment dans le processus électoral et le contrôle de la conformité des lois présidées par Abdi Ismail Hersi. Institution indépendante, garante de la régularité des scrutins, le Conseil constitutionnel est investi par la loi fondamentale d'une mission exclusive et incontournable, veiller à la conformité du processus électoral et proclamer les résultats définitifs des élections de notre pays. Ainsi, le Conseil constitutionnel joue un rôle déterminant dans la garantie de la transparence et de la crédibilité du processus électoral, en vertu de l'article 77 de la Constitution. Il est considéré comme le gardien de la régularité de l'élection présidentielle. En janvier 2026, les membres du Conseil ont été élargis de 6 à 9 pour renforcer l'institution. Le Conseil constitutionnel n'est soumis à l'autorité d'aucun pouvoir exécutif, législatif ou administratif. Il répond que de la Constitution et de la loi dans le domaine électoral. Ces décisions sont souveraines, définitives et insusceptibles de recours. Aucune autre autorité de la République ne dispose du pouvoir de modifier, d'annuler ou de contester une décision rendue par le Conseil constitutionnel en matière de proclamation des résultats électoraux. C'est cette indépendance absolue qui fonde son autorité. C'est celle qui lui confère la légitimité nécessaire pour trancher, en dernier recours, toute question relative à la régularité d'un scrutin. La proclamation des résultats définitifs d'une élection obéit à un processus strictement encadré par la loi électorale djiboutienne. Cette procédure se déroule en 5 phases susceptibles et obligatoires. La première phase, c'est le dépouillement et l'établissement des procès-verbaux. La deuxième phase, la centralisation par la Commission électorale nationale indépendante. La troisième phase, l'examen par le Conseil constitutionnel. La quatrième phase, la délibération. Et enfin, la cinquième phase,
la proclamation officielle et solennelle. La décision du Conseil constitutionnel est rendue publiquement dans les formes et délais prescrits par la loi. Généralement, une dizaine de jours pour exempter en 2021 l'élection qui a eu lieu le 9 avril et les résultats définitifs ont été proclamés le 20 avril 2021. Elle est publiée au journal officiel de la République de Djibouti et portée à la connaissance de la nation par les voies officielles. Cette publication marque le point de départ des effets juridiques attachés à l'élection, prise des fonctions du candidat élu, entrée en vigueur du mandat et clôture définitive de tout contentieux électoral. La proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel n'est pas un acte ordinaire, c'est l'acte par lequel la République traduit en droit la volonté exprimée par le peuple souverain dans les urnes. En validant les résultats d'une élection, le Conseil constitutionnel certifie que le scrutin a été conduit dans le respect des principes fondamentaux qui gouvernent toute démocratie authentique, la liberté, la transparence, l'égalité et la sincérité du suffrage. Retour donc dans l'actualité nationale toujours, remarquée ainsi par le préparatif du pèlerinage 2026. Dans le cadre des préparatifs du pèlerinage 2026, le ministère des Affaires musulmanes a organisé ce mardi au Palais du Peuple une rencontre de sensibilisation à l'attention des pèlerins djiboutiens appelés à accomplir le Hajj cette année. Prévu jeudi jusqu'à jeudi, cette session se distingue par des démonstrations pratiques des rites, notamment la tawaf autour de la Kaaba, afin de préparer et de mettre donc à distance, à condition, les pèlerins. Le programme comprend également des sessions d'orientation sanitaire animées par l'équipe médicale portant sur des préventions des maladies, les consignes de santé ainsi que les services médicaux disponibles en Arabie Saoudite. Au total, 1400 pèlerins djiboutiens effectueront le voyage à bord de la compagnie Flynice en raison de 140 passagers par vol. Les 3 premiers départs sont prévus le 3 mai prochain. Comme chaque année, les pèlerins seront encadrés par la mission officielle du Hajj composée de plusieurs commissions spécialisées, médias, hébergement, transport, santé et sensibilisation placées sous la supervision du comité supérieur du Hajj afin d'assurer une prise en charge complète. Lors de cette rencontre, les ulémas et prédicateurs ont mis en avant la dimension spirituelle du Hajj, insistant sur la nécessité d'une préparation à la fois spirituelle et psychologique pour accomplir donc les rites de la foi et dans la foi et de la sérénité. La rencontre qui s'est tenue sous la supervision du directeur des affaires musulmanes, Cheikh Ismail Hassan Roblé, en présence de responsables du ministère et membres de la commission d'organisation, a noté pour la première fois des valises ont été offertes gratuitement aux pèlerins. En conclusion, l'action a été mise sur l'importance de l'esprit de solidarité entre les pèlerins, symbole de l'unité islamique. Le ministère réaffirme ainsi sa volonté de garantir un pèlerinage sûr, bien organisé et empreint de sérénité à travers les actions de sensibilisation. Le directeur a donc insisté sur les différentes interventions et l'importance de cette initiative pour le renforcement des sensibilisations religieuses. Il a donc insisté sur la volonté du ministère à préparer de manière spirituelle et physique les organisations intégrées afin de leur permettre d'accomplir le Hajj dans les meilleures conditions. Il a également indiqué que le ministère déploie tous les efforts pour garantir l'accomplissement des rites dans un climat de sécurité, de sérénité, de confort, appelant les pèlerins à saisir cette opportunité spirituelle exceptionnelle pour se rapprocher de Dieu dans la foi et la sérénité. Par ailleurs, le directeur des affaires musulmanes a exhorté les pèlerins à respecter scrupuleusement les instructions et les consignes des autorités compétentes ainsi que les règles organisationnelles en vigueur afin de préserver les sécurités et faciliter le bon déroulement des rites. Environnement et climat, cette fois-ci, l'hôtel Sheraton de Djibouti a accueilli ce matin un atelier national consacré à l'accréditation du Fonds vert pour le climat et au renforcement des capacités. Organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, il a réuni des représentants des institutions publiques et du secteur privé et des sociétés civiles, présidées par le secrétaire général du ministère, Dini Abdellah, en présence des représentants de la FAO à Djibouti, M. Guillamini. Cette rencontre qui visait donc à renforcer les capacités nationales pour accéder au financement climatique et en assurer une gestion efficace. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme international destiné à soutenir les pays en développement dans les efforts d'adaptation au changement climatique et à la réduction des émissions.
Les interventions ont souligné l'importance de l'accréditation pour Djibouti ainsi qu'une coopération renforcée avec les partenaires internationaux pour mobiliser ainsi les ressources nécessaires. Les participants ont également échangé les bonnes pratiques ainsi que la gestion des projets de climat, ainsi la transparence financière et les mécanismes de suivi. Atelier marquant ainsi une étape importante pour permettre à Djibouti d'accéder aux financements climatiques internationaux et au renforcement d'une résilience face aux défis environnementaux. À l'issue des travaux, les participants ont réaffirmé ainsi l'engagement à faire de Djibouti un modèle régional en matière de développement durable. Voici tout de suite les propos du représentant de la FAO pour les tenants et aboutissants de cette réunion. Face aux impacts croissants du changement climatique, notamment la sécheresse, les inondations et les dégradations des ressources naturelles, l'accès effectif au financement climatique constitue aujourd'hui un levier stratégique pour transformer les engagements nationaux en actions concrètes, durables et mesurables. À cet égard, le Fonds vert pour le climat représente une opportunité majeure pour appuyer la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et renforcer la résilience des communautés, la sécurité alimentaire et le développement durable du pays. La FAO est honorée d'accompagner le gouvernement de Djibouti dans cette dynamique à travers le projet de Readiness du Fonds vert pour le climat. Ce projet a déjà permis des avancées significatives, notamment l'identification et la priorisation d'entités nationales à fort potentiel d'accréditation, l'analyse des capacités institutionnelles et techniques existantes, la clarification des besoins prioritaires en renforcement des capacités et l'intégration transversale des dimensions genre et coordination nationale. Ces acquis constituent des fondations solides pour permettre à Djibouti de développer et mettre en œuvre des projets climatiques de qualité, capables de mobiliser des financements significatifs et de produire un impact réel sur les populations. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui marque une étape clé pour consolider ces résultats, d'affiner les priorités nationales en matière d'accréditation et renforcer la coordination entre l'ensemble des acteurs concernés. L'expérience montre que l'accès durable au financement climatique repose avant tout sur une coordination nationale forte, inclusive et fonctionnelle. C'est par une action concertée entre les institutions publiques, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers que Djibouti pourra maximiser l'impact des ressources mobilisées. La FAO réaffirme son engagement à continuer d'accompagner le gouvernement de Djibouti dans le renforcement des capacités nationales et le développement des solutions climatiques inclusives, sensibles aux genres et centrées sur les communautés. Je vous invite à participer activement aux échanges afin que les recommandations issues de cet atelier contribuent concrètement à accélérer l'accès effectif de Djibouti au financement climatique. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme international destiné à soutenir les pays en développement. Écoutons à présent le secrétaire général auprès de l'environnement. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous pour procéder à l'ouverture de l'atelier national de concertation et de renforcement des capacités des parties prenantes sur le Fonds vert pour le climat. Comme vous le savez, notre pays, à l'instar d'autres pays dans la région, est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique. Les sécheresses répétitives, les inondations diluviennes, ainsi que l'élévation des températures du niveau de la mer menacent nos communautés, nos écosystèmes naturels, notre économie, ainsi que notre sécurité alimentaire et sanitaire. Pour faire face à ces défis climatiques, notre pays s'est engagé résolument dans les actions climatiques ambitieuses visant à promouvoir un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. Cette orientation stratégique a pour objectif de protéger nos ressources naturelles, de renforcer la résilience de nos populations et d'assurer un développement inclusif et durable en harmonie avec nos engagements internationaux. Dans sa DCN révisée, soumise l'année dernière,
la République de Djibouti s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 41% d'ici 2030 par rapport à un scénario de référence. Cette ambition s'inscrit dans une stratégie fondée sur la transition énergétique, la promotion des pratiques durables dans le secteur agricole, ainsi que le renforcement de la gestion intégrée des déchets. Toutefois, pour un pays aux ressources naturelles et environnementales limitées et fortement exposé aux aléas climatiques, l'adaptation constitue une priorité nationale absolue, notamment à travers la sécurisation des ressources en eau, le développement de l'agriculture résiliente et la protection des zones côtières. La mise en œuvre de ces engagements requiert des financements estimés à 2,6 milliards de dollars pour la période 2024-2030, ce qui implique un renforcement significatif de la coopération et de soutien international. Dans ce contexte, l'accès au financement climatique n'est plus une option, mais une nécessité stratégique pour renforcer la résilience climatique et accélérer la mise en œuvre des engagements internationaux, notamment dans le cadre de l'accord de Paris. Cependant, cet accès requiert des capacités renforcées, une meilleure coordination institutionnelle, ainsi que des cadres stratégiques solides et opérationnels. Le Fonds vert pour le climat constitue aujourd'hui le plus grand mécanisme multilatéral de financement de la lutte contre le changement climatique, en appui aux efforts des pays en développement en matière d'adaptation et d'atténuation. Pour Djibouti, il représente une opportunité majeure de mobiliser des ressources significatives pour renforcer l'adaptation des communautés vulnérables, améliorer la résilience des infrastructures et des écosystèmes, soutenir les initiatives d'atténuation et promouvoir un développement inclusif et bas carbone. Dans le registre sport, la natation, une discipline en pleine croissance. Printemps Open, la natation djiboutienne brille grâce à une performance remarquable du jeune champion Ahmed Hussein Barkhat, engagé sur l'épreuve de 100 mètres nage libre. L'athlète s'est distingué en se classant premier de sa série, tout en établissant un nouveau record natation de Djibouti avec un impressionnant record de 55,67 secondes. Cette performance confirme ainsi la progression constante de Ahmed Hussein Barkhat sur la scène internationale et témoigne ainsi du sérieux de sa présentation ainsi que sa détermination à porter haut les couleurs de la nation. En améliorant ainsi la marque de natation de Djibouti, du jeune nageur démontre qu'il a fait désormais une partie des espoirs prometteurs de la natation dans son pays. Le succès de Ahmed s'inscrit également dans une dynamique positive soutenue par l'accompagnement institutionnel dont il bénéficie. En effet, le jeune nageur est boursier de subvention de son Excellence Malmarguili avec un soutien qui contribue activement au développement de ses performances et ses parcours sportifs. Cette aide lui permet ainsi d'accéder dans les meilleures conditions et dans les meilleures préparations en favorisant ainsi l'évolution de ses performances. Nous partons à Obok, cette fois-ci dans un contexte marqué par des défis croissants en matière d'emploi des jeunes et de l'insécurité alimentaire. Mustafa Mohamed Abdou, consultant ainsi en développement agricole et en valorisant des produits halieutiques, s'engage activement pour promouvoir une nouvelle dynamique économique locale basée sur la production et la transformation. Jeune leader engagé, il développe sur le terrain un modèle intégré qui va de la production agricole halieutique jusqu'à la transformation des produits dans un objectif clair, augmenter les valeurs ajoutées locales et créer ainsi des opportunités économiques durables pour la jeunesse. À travers ces initiatives, il œuvre pour sensibiliser les jeunes sur l'importance agricole et l'élevage ainsi que les ressources halieutiques, promouvoir la transformation locale comme un levier de création et de création de richesses, encourager une prise de conscience collective sur les potentiels réels du pays, réduire la dépendance des importations en renforçant la production nationale. Son approche repose sur une conviction forte. Djibouti dispose des ressources suffisantes pour nourrir sa population et créer de l'emploi à condition que la jeunesse s'approprie les secteurs stratégiques de ce travail de terrain qui visant à provoquer ainsi un changement de mentalité, passer d'une logique d'attente à une logique d'action. Le message porté est clair, la valorisation de nos terres, de notre élevage et de nos ressources marines, qui n'est pas une option, mais une nécessité pour construire un avenir autonome, productif et durable.
Régional, à présent, le chef de la Commission de l'Union africaine a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Le président de la Commission, Mohamed Ali Youssouf, a été reçu au palais de l'Élysée par le président français Emmanuel Macron à l'occasion du 3e dialogue stratégique entre l'Union africaine et la France. Les échanges qualifiés de constructifs et fructueux ont permis de réaffirmer la volonté commune et de renforcer le partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Les discussions ont porté en priorité sur les questions de paix, de sécurité, ainsi que la défense du multilatéralisme. Les deux parties ont également évoqué une coordination accrue au sein d'une grande famille, celle du G7 et du G20. Les dirigeants ont par ailleurs insisté sur la nécessité de promouvoir des solutions africaines aux défis du continent. La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies a aussi figuré à l'agenda, de même titre qu'au renforcement de coopération dans plusieurs secteurs clés, dans le climat, l'énergie et la santé. Et le Pakistan propose d'ailleurs une nouvelle rencontre de pourparlers. Le Pakistan propose d'accueillir à Islamabad un second cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran afin de relancer ainsi les efforts diplomatiques à la veille d'un cessez-le-feu prochain. La tenue de la réunion dépend encore du choix de l'UE et de la composition des délégations, bien que Washington et Téhéran auraient donné donc un accord de principe. Les responsables américains et pakistanais évoquent ainsi une dynamique diplomatique en cours après les discussions précédentes, soulevant ainsi 21 heures de discussion. Donald Trump affirme que l'Iran veut un accord mais exclut toute acquisition du nucléaire. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci de nous suivre depuis Télé Djibouti et de nous faire confiance.